Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis une fois de plus en compagnie de mes compères, Léandre. Salut Cédric. Salut Léandre. Et Martin. Salut les gars. Et aujourd'hui on va parler de musique, un autre sujet qui nous passionne énormément, le lien qu'il y a entre la musique et, j'allais dire le cinéma, mais peut-être même l'audiovisuel de manière générale. Complètement. Et principalement aussi parce que Léandre et moi on est compositeurs à l'image. C'est ça, on essaye, du moins. Ouais. On débute peut-être potentiellement, mais ça fait un petit moment chacun qu'on fait de la musique séparément. Bah, c'est ce qui nous a rapprochés, du moins quand on s'est rencontrés avec Cédric. Et puis ça fait partie des choses qu'on a en commun tous les trois vis-à-vis de nos projets qu'on fait tous les trois, tout ça. Et puis du coup Cédric et puis moi, du coup, on fait de la BO pour nos propres projets, et c'est arrivé pour les projets des autres aussi. Tout à fait. Pour cet épisode-là, on voulait profiter du fait que ce soit un format audio pour diffuser un peu aussi les chansons, pour illustrer nos propos. Donc les chansons que vous entendrez dans cet épisode, ce sera les morceaux dont on parle, qu'on a composés ensemble. C'est ça. Et du coup, dans un premier temps, je pensais commencer par notre présentation, en fait, tout simplement présenter notre rapport à la musique, nos parcours vis-à-vis de ce milieu-là. Du coup, Léandre, est-ce que tu veux... Bah écoute, moi c'est assez simple. J'avais commencé quand j'étais petit à faire du piano au conservatoire. J'en avais fait un court passage quand j'étais jeune, du coup. Et puis après, il y a eu l'adolescence et tout ça, et donc j'ai complètement arrêté ce truc-là. Mais il y a toujours eu le piano chez mes parents. Et c'est un peu à la période du lycée où j'ai commencé à repianoter un petit peu, m'en servir, et puis c'est les rencontres. Les copains aussi qui faisaient aussi de la musique, tout ça, on s'est un peu remis à faire de la musique ensemble, du moins ça a donné envie de remettre les mains sur le piano familial. Et c'est à partir de là que du coup je m'étais acheté un petit synthé, un micro-Korg, et j'ai commencé à passer vraiment beaucoup de temps le soir sur mon lit avec un casque, juste à bidouiller, à comprendre un petit peu le son aussi, comment ça marchait, juste les règles de base avec les petits potards sur ce synthé là, et c'est là que j'ai commencé un peu à faire mes petites musiques à moi de mon côté. Et puis après, il y a eu les études, commencer à faire des projets qui s'y prêtaient, l'école de ciné, tout ça avec Martin, les premiers courts-métrages, et du coup, là, commencer à faire un peu des morceaux pour ces projets-là. Et puis ma rencontre avec toi, Cédric, où là, on a fait notre film de première année à MJM, à Nantes, Rage Road. Et nous, on s'est tout de suite mis d'accord vis-à-vis de ce qu'on aimait. On aimait beaucoup la synthwave à cette période-là. Et du coup, on a fait notre court-métrage style 80s avec la musique qui allait avec. Et c'est depuis en tout cas cette période-là qu'on continue de faire de la musique ensemble, quoi. Mais voilà, donc conservatoire, au tout début petit pour apprendre vraiment les toutes bases, et puis après autodidacte depuis 8 ans, quoi, en gros. Et du coup, full piano de A à Z, ou est-ce que tu as touché à d'autres instruments? J'ai fait de la guitare aussi, ouais. J'avais fait de la guitare en club, et je séchais mes cours de guitare parce que j'en avais trop marre. J'ai jamais trop aimé l'aspect scolaire en fait de l'apprentissage pour des choses comme ça, ce qui est primordial, et il y a tout un débat sur le solfège ou pas pour la musique, etc. Mais en tout cas, cette période-là où je commençais à être autodidacte, j'avais fait de la guitare, et je séchais les cours et je m'enfuyais pour aller faire du VTT dans la ville de mes parents pendant ce temps-là, sauf que il y a eu le prof de guitare au bout de 3 mois qui a appelé mes parents pour demander où est-ce que j'étais, et du coup c'est comme ça que j'ai arrêté la guitare, et du coup j'ai dit que en fait ça valait plus la peine, et je me suis mis full autodidacte en fait à ce moment-là. Et c'est les rencontres qui ont fait que j'ai toujours continué un peu le piano, et ça se prêtait toujours à des projets, quoi. Ok, moi dans mon cas du coup c'est j'ai commencé assez jeune, je pense. En fait au collège avec mes potes, on était, bon je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais on était un peu des rockers, on a eu pas mal de petits groupes un peu de on va dire ça devait commencer peut-être par du pop rock et progressivement Green Day, quoi. Et encore mais progressivement pop punk dans ce genre de délire, et de plus en plus vénère dans le post-hardcore et les trucs comme ça. Et à la base, tous mes potes ils se sont mis à faire de la guitare, de la batterie et tout, et moi je faisais pas d'instrument. Du coup j'étais un peu le chanteur par défaut, donc je me suis improvisé chanteur, et ça a été un peu catastrophique sur les débuts, mais du coup j'ai commencé à faire de la batterie ensuite, et chaque nouveau groupe amenait une nouvelle formation musicale, on va dire, enfin formation, je veux dire chaque membre sur chaque instrument. Et c'est à peu près aussi à cette époque-là que j'ai commencé du coup à toucher au logiciel, un peu à la MAO, du coup la musique assistée par ordinateur, sur FL Studio 8 à l'époque. Et du coup c'était des petits, ça avait pas vraiment de style spécifique, mais des petits morceaux de techno, de machin, de Eurodance et de petits trucs dans le genre. Et au fur et à mesure de mes découvertes musicales et tout, je suis allé plus sur de la synthwave et des trucs un peu comme ça. Et du coup, c'est vrai que quand on s'est rencontré avec Léandre, on était un peu dans ce même mood en même temps. Avec vous aimiez bien bidouiller tous les deux, et vous aviez commencé à bidouiller très tôt. Ouais. Et
toute façon, moi, je me souviens, du coup, dès le début, avec Léandre, dès le début, on était en école de cinéma, on a commencé à faire des projets de films ensemble. Très tôt, tu voulais mettre la musique. Enfin, je pense que c'était plus important pour toi de faire du court-métrage, parce que c'était pour ça que t'étais en école de cinéma, mais t'avais quand même la vraie volonté de faire la musique aussi avec. Surtout qu'à l'époque, c'était notre court-métrage Châtiment. Première année à Ciné-Crédit, genre c'est vraiment en 2016-2017. Et je refaisais un peu du piano, tout ça. Et je me rappelle avoir proposé, en réunion de prod avec les profs et tout, j'avais fait écouter à notre prof de son la première version, la proposition de musique, tout ça. Il m'avait un peu chié à la gueule parce que l'enregistrement était vraiment dégueu, tu vois. Genre, lui, il a un G-son, donc forcément, tu mets pas des micros dans le piano droit, tout ça. Le piano était un peu désaccordé, tout ça. Et pour moi, c'était trop bien. Genre, c'était vraiment trop bien. Et lui, forcément, il avait un aspect plus pédagogique et professionnel, plus technique. Mais on l'avait quand même mis au final. Et au final, la BO est dedans. Oui, mais tu l'avais réenregistré. Clean. Non, c'était comme ça. C'était un zoom sur le piano et voilà. Grand prix du jury. Paf. Et il y avait des violons par-dessus. J'avais rajouté vraiment les premiers violons, mais même pas en MAO, juste le preset sur le synthé violon. Et je jouais comme ça sur les touches. Et je me rappelle de notre prof de son qui avait dit ouais, c'est sympa, mais par contre, les faux violons et tout, moi, je peux plus entendre ça, quoi. Et du coup, il y a plus de violon dedans, quoi. En fait, c'est marrant parce que je pense que si là, t'étais prof de son en mode de temps en temps dans une école, et il y aurait quelqu'un qui viendrait te voir et qui te ferait ça, tu lui dirais non, tu peux pas faire ça et tout. Sauf que à l'époque, mais quand tu débutes, tu le sais pas, le recul. Tu le sais pas. Et ça, c'est pareil pour 1000 trucs. Voilà, donc c'est intéressant. Et c'est parce qu'on a aussi des volontés de faire des musiques comme ce qu'il y a dans les films, alors qu'on n'a pas accès à des orchestres et mais on sait pas jouer de ces instruments. C'est marrant qu'au début, quand tu essayes, quand tu expérimentes des trucs, t'as l'impression que ça sonne bien. Parce que t'as pas encore fait mieux et du coup t'as l'impression que ça, vu que t'es au maximum de tes capacités à ce moment-là, tu te dis que ça sonne trop bien et tout ça. Puis quand tu fais une fois mieux, tu veux pas revenir derrière. Tu te rends compte à quel point le truc il est obsolète et périmé en termes de rendu et c'est une perpétuelle à quel moment on se dit c'est bon Est-ce que Hans Zimmer, en écoutant ses BO d'il y a 5 ans, il se dit putain, c'est dégueulasse. Lui, en termes de rendu, il aura toujours un rendu technique professionnel. Parfait. Depuis quelques années, en tout cas, peut-être pas au tout début. Mais peut-être pas il y a 25 ans. Mais le rendu technique de musique, quand tu fais via des synthés, des faux pas l'artistique, la technique. Je parle vraiment la technique de j'ai mis un faux violon, pour moi il sonne bien. À partir de quel moment Zimmer il se dit à partir de quel moment de sa carrière il se dit c'est bon là techniquement c'est parfait, artistiquement peut-être pas, mais quand il gagne des Oscars je pense. Je sais pas. Non, et puis je crois qu'il était dans un groupe de rock aussi avant, non? Il était Video Kill the Radio Star, les Buggles. Les Buggles, donc il y avait déjà, ils étaient connus et tout, C'était le claviériste des Buggles. Il avait déjà moyen de faire des trucs super propres dès qu'il a débuté dans la BO, je pense. Grave. Et du coup, juste pour terminer sur mon parcours, on l'a déjà mentionné du coup dans l'épisode précédent, mais du coup, à l'heure actuelle, en parallèle du coup des projets que je fais avec Léandre, j'ai un petit projet du coup hip-hop électronique expérimental avec un très bon pote. Et c'était l'occasion du coup de revenir à la voix. En fait, je suis redevenu chanteur entre guillemets, du coup plus rappeur, mais ça m'a permis aussi de lâcher les instruments. Qui s'appelle Hyperborea. Oui. Mais par contre, du coup, à garder quand même ce truc de MAO, de construction de son sur les logiciels, mais en bien plus évolué que ce que je pouvais faire 10 ans avant, quoi. Même si un jour vous ferez enregistrer votre musique par un orchestre philharmonique. Ce serait incroyable. Je t'avais dit, j'avais eu le contact via un ingé son qu'on connaît d'un compositeur de musique de film. Et je l'avais appelé pendant le confinement, tout ça juste pour avoir des petits tips de comment avoir un peu des contrats, de ce genre de choses. Et on avait parlé de plein de choses. Et il m'avait dit que justement, pour un orchestre philharmonique, c'est pas si inabordable que ça. Dans le sens où dans les pays de l'Est, il faut des sous. Faut une production, un budget pour aussi la musique, mais ça se fait en fait facilement et pas cher justement dans les pays de l'Est, ça coûte moins cher qu'en France, ça c'est sûr. Pour justement en fait travailler avec des orchestres locaux qui sont très très bons en plus, où tu as justement un chef d'orchestre, un instrumentaliste, comment on appelle ça, quelqu'un qui va justement orchestrer, quelqu'un qui va orchestrer, un arrangeur en fait, mais qui travaille dans le classique, qui va ta vision et tout la réadapter pour un orchestre. Et après en termes d'enregistrement, t'es en résidence en fait pendant 4 jours avec des musiciens, tout ça, et je trouve ça fou.
Et je crois que c'était pas si exorbitant que ça. Je vais peut-être dire n'importe quoi. Tu m'avais pas parlé de genre 8000 Ouais, c'est des choses comme ça, 8000 quoi. euros, je crois, un truc comme ça. Et pour une résidence, et puis avoir fini ta résidence et sortir avec un truc orchestral de fou furieux, quoi. Et du coup, ça demande de bosser sur Sur les tablature, partitions. Sur partition. C'est ça. et compagnie. Mais ça, justement, tu peux sous-traiter un peu cette partie-là, tu vois. Et pour Ah, mais ça, après je pense que ça travailler. doit coûter plus cher, mec. Parce que le mec, il doit passer du temps à Ouais, et encore, transcrire ta musique. Si tu travailles en MIDI, Ouais. tu travailles en MIDI. Ah oui, t'as les. Ah oui, putain. C'est directement inscrit sur une partition, et du coup, tu peux retravailler cette partition-là que tu as fait instinctivement sur ton ordinateur, et la faire travailler par quelqu'un qui est chef d'orchestre, pour après aller travailler avec un Comment chef. t'expliquerais travailler en MIDI? Parce que ça, c'est vrai que c'est un terme que j'ai appris tard grâce à vous, mais. Bah, MIDI, en gros, c'est que ça prend électroniquement juste alors pas le signal, mais plutôt les informations. infos, Ouais, c'est que ça va mettre un truc neutre, en fait, ça va juste prendre les notes sur une grille, entre guillemets. C'est clairement ce qu'on voit sur YouTube, les Synthesia, les tutos faciles. Tu sais, tuto facile piano où tu as les notes qui tombent, et ça tombe sur un clavier. Je sais pas, quand tu fais tuto piano pour faire cette musique et tout, bah t'as ça. Tu suis le. Bah c'est ça, bah en fait le MIDI c'est quand tu joues, et bah ça te sort les notes directement en virtuel, ça te les sort. Et c'est pas un signal son, comme quand tu branches un micro et là t'enregistres, c'est une forme audio, enfin un son. Ça t'enregistre directement les infos de ton clavier, donc la note que t'as touchée, et comme ça tu peux la replacer après si elle a été mal mise. Et du coup, tu peux mettre divers types de sons et C'est ça. d'instruments, tu peux transformer Comme Guitar Hero, quoi. piano. Ouais. C'est complètement Guitar Hero, ouais. Non mais c'est le Non, même mais principe. C'est Il le y, a, même il y a un- principe. il y a un principe en Il y commun, a un je principe. pense. C'est pour. Et du coup, tu peux te servir d'un clavier et changer d'instrument sur l'ordinateur. Tu peux mettre un Oui, orchestre, oui, sur il l'ordinateur, retrouvera, et te servir du clavier pour jouer le truc. Tu peux mettre une mandoline, tout ça, et tu te sers du clavier pour de clavier maître. Voilà, ça s'appelle. Et même pour des batteries, par exemple, si t'as moyen d'avoir un logiciel qui décompose chaque élément de la batterie, bah, tu vas avoir un poum, un tchac, un ting, et puis poum, tchac, ting, et tu peux changer les sons, tu peux mettre différents kicks différents, différentes caisses claires différentes. Et Comment ça fait? Comment un ça? poum, un tchac et un ting. Et donc du coup, je pense que vous avez remarqué dans la façon dont on a raconté nos parcours, c'est que aucun de nous deux est formé en termes de solfège. On est vachement autodidacte aussi dans notre rapport à la musique. Ce qui peut être très bien comme très mauvais. Est-ce que vous y voyez des limites maintenant Parce que moi, j'ai souvent entendu, à partir d'un certain temps, pour passer une step au-dessus dans l'apprentissage de la musique et dans composer et créer sa musique, à un moment, il faut pouvoir... il faut connaître les connaissances de... Après ça, j'ai l'impression que c'est un peu les profs de piano qui disent ça pour justement tu payes des cours, tu vois. Ouais, Il y a plein d'exemples, je pense, de musiciens bien sûr. hyper connus qui n'ont aucune connaissance en ça, qui ont juste leurs propres univers et qui... Oui, non mais... Mais par contre, je pense que si tu veux parler le même langage avec d'autres musiciens, oui. Genre, c'est clair. par exemple, je pense que pour quand même, si tu veux aller faire enregistrer ta musique à l'opéra de Prague, je pense que c'est plus simple si tu connais quand même un peu Bien sûr. tes... Mais tu travailles avec un mec qui va se Oui. changer de ça, tu vois. Non, mais même c'est vrai que rien qu'entre nous, souvent on utilise des termes abstraits parce qu'on parle pas vraiment le même langage. Vu que toi t'es vraiment pianiste, et que moi je peux pas dire fais un fa dièse et ensuite un sol machin. Mais je vais plus te dire fais la deuxième des trois noirs ou un truc comme ça pour que tu replaces. Parce que quand on fait de la musique ensemble, du coup je fais un peu plus sur l'aspect clavier, piano, on trouve les accords, la mélodie. Et puis après, plus l'aspect production, instrumentalisation et tout, Cédric sur l'ordi. Et quand je plaque un accord et que ça lui plaît, tout ça, du coup, il va me demander les accords que j'ai fait. Et donc, plutôt que de lui dire je fais un la mineur ou quoi, je lui fais une par une les notes comme ça dans la foulée, et il les replace après une par une en MAO sur le clavier virtuel. Et ça peut être une de nos limites c'est ça, vis-à-vis de ce truc-là. Mais ça reste productif dans le sens où on se connaît, il n'y a même pas à communiquer avec des mots, c'est juste l'accord, tu l'as entendu, tu sais le replacer. Bah oui, vous communiquez plus par des émotions presque, vous parlez presque plus avec un langage d'émotion pour aller dans plus ou moins telle émotion forte, tel type d'émotion que augmente-moi d'une tonalité. Enfin, vous parlez pas du tout comme ça, quoi. Et du coup, c'est... Et ça peut nous manquer. Ça après, je sais pas, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'en fait, la musique, c'est quelque chose d'abstrait. En tout cas, à expliquer, c'est une sensation. Ça n'existe pas physiquement, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comment vous la créez.
bah, ça la rend un peu tangible, quoi. Parce que vous parlez plus en termes d'émotion que, bah oui, augmente d'un demi-ton et tout. Ouais. Même si pour les gens qui sont initiés à ça, eux, ils seront peut-être sûrement plus familiers avec ça que si tu lui dis juste, ouais, attends, là, fais quand même un truc un peu plus lumineux. Oui. Bah, au moins, ça permet qu'on soit plus ouvert à ce genre de trucs, enfin de propositions abstraites, dans le sens où on bosse souvent du coup pour des gens qui s'y connaissent pas du tout en musique, et du coup qui nous disent bah là ce serait bien si c'était un peu plus dark et machin. Et au moins nous ça nous parle plus en fait. C'est vraiment ce qui nous parle le plus en termes je pense. en termes de manière de composer, de langage et tout ça. Mais par contre, je suis toujours impressionné de voir des pianistes où tu leur fous vraiment 4 pages, et encore c'est rien, mais genre de partition devant eux et qui te la lisent en la jouant. Je trouve ça fou, tu vois, c'est vraiment un autre langage, et en plus ça c'est physique et tout, c'est une langue, et je trouve ça d'autant plus impressionnant. Il y en a qui arrivent justement à lire 4 partoches d'une traite et la jouer en direct, mais qui derrière n'arriveront jamais à improviser ou à trouver des mélodies ou des compositions, ou faire eux-mêmes leur composition, quoi. Ou alors s'ils s'y mettent, par contre ils vont te faire un truc de fou, parce qu'ils ont les notions d'écriture, ils ont les notions de solfège en fait, la vraiment logique professionnelle. mathématique. C'est ça, la logique mathématique, et ils vont vraiment te faire un truc hyper complet et riche à l'intérieur, mais spontanément ça va pas arriver aussi facilement, et peut-être que nous ce sera un peu plus spontané, mais ce sera pas riche à l'intérieur parce qu'on n'a pas toutes les notions, tout ça. Et dès qu'on veut faire des transpositions et des trucs et des machins qu'on adore que dans d'autres morceaux, on sait pas forcément comment les faire, ça va nous demander plus de temps, plus de tests différents aussi. Il faut tester. Et je repense à un autre truc, c'est pas genre Beethoven qui était sourd? Si. Et lui c'est pareil, ça rejoint un peu je trouve le principe du MIDI en fait. Ce mec là il composait sans entendre la musique. Avec il avait enregistré ce que ça faisait à l'oreille quand il a... La logique mathématique, les informations, ces trucs. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que c'est un des plus grands compositeurs de l'histoire et le mec était sourd, quoi. Ouais, il n'entendait pas la musique, quoi. Mais imagine, il joue vraiment de la merde. Et c'est juste un énorme prank sur toute sa vie. Non, c'est un pote à lui, en fait, qui repassait derrière lui, parce qu'il avait un peu de peine pour lui. Et juste, il repassait derrière lui, il faisait un truc clean, alors qu'en fait, les vraies pages de base de Beethoven, ça n'a aucun sens. C'était vraiment... du gribouillis. Oui, c'est de la merde. Mais il écrivait ce truc. Et même, ça me fait penser au documentaire Ennio, sur Ennio Morricone, qu'on est allé voir. On avait vu ça au cinéma avec Martin. Et du coup, on le voit composer. Et vraiment, il compose sur son bureau avec son stylo et sur une partition directement. Sans instrument. Pas forcément, enfin t'as le piano qui est à côté, tout ça, mais juste il reprend son truc et il gribouille sa note, et puis il va en chercher une autre et il l'a dans sa tête directement et tout. Ouais, il entend la musique dans sa tête. Et je trouve ça fou. Ouais, c'est fou. C'est l'oreille absolue, vraiment par excellence. Mais à ce point-là, le travailler de cette manière-là... Tout en plus, en mettant une autre variable, c'est que la musique que tu es en train d'écrire avec des petits symboles, faut que tu l'imagines pour qu'elle s'adapte à un film qui est aussi pas forcément encore fait et tout. Enfin, c'est... Et l'autre aspect qui doit coller. Et c'est fou de se dire que Ennio Morricone, il a fait parmi les plus grandes BO d'histoire du cinéma, et les films n'étaient pas faits, quoi. Et du coup, je trouve que c'est une bonne transition. Vous, les gars, vous avez votre façon de travailler, mais de manière générale, je pense que les gens, ils savent pas trop. Enfin, je sais que c'est une question qui revient souvent. Le compositeur, dans la plupart des cas, il compose en ayant le film, tout du moins une version du montage, et il compose par-dessus, ou alors il compose en même temps que le film se crée, et après, il y a des retouches. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça ? Il y a un peu de tout, hein. Je pense que ça, y a pas une seule manière de faire, et je pense que toutes les différentes façons de faire se sont faites. Je pense que oui, dans pas mal de cas, ils ont déjà quand même des images, au moins avant de composer. Ou un scénar. Ou un scénar, au moins avoir la logique des personnages, les dynamiques, les trucs qui évoluent dans le film. Des ambiances, des tons, des... Après, il y a en parallèle, je sais que Interstellar est souvent cité comme le film où le compositeur composait vraiment en parallèle du film. Ouais. C'était pas avant ? Non, justement, je crois que c'était vraiment pendant. Ok. Spécifiquement, on pourrait reconfirmer ça en se renseignant. Et sinon, il y a aussi des cas assez particuliers où tout est composé avant. Et du coup, le réel... Ça match, quoi. Du coup, le réel pense aussi son film par rapport à ça. Enfin, il imagine en tout cas la musique sur les scènes, il sait quel type d'émotion... Je pense que ça dépend vraiment du réalisateur. Et, ouais, c'est ça. T'en as qui mettent... Même Scorsese, je crois que j'avais vu des images de tournage, justement, où il mettait la musique sur le plateau...
pour un peu avoir la mélodie de la scène, du jeu et tout Mais ça. des fois aussi, ils mettent pas la musique qui n'est pas encore faite, ils mettent une musique Un tu sais, peu, qui a été vue en amont avec le compositeur en mode moi je veux que ça se rapproche un petit peu de ça, je veux un peu ça comme style. Et du coup, oui, pour donner la pour, couleur un peu au jeu. aux acteurs, ouais, c'est ça. et du coup, après, bah, le compositeur s'inspire de ça et crée son propre morceau. Mais vous faites comment? Il n'y a pas de. En fait, je pense, nous, on a toujours fait pour que ce soit pour nos propres projets, nos courts-métrages, et puis les 2-3 fois où on a fait pour de la BO pour des autres. Ça a toujours été avant, en soi, parce que je pense qu'à notre niveau, vu qu'on touche un peu à tout en termes de montage, de tournage, enfin, qu'on a toujours géré de A à Z de nos projets, on aime bien avoir la musique pour faire notre montage. En tout cas, moi personnellement, mais je sais que toi c'est un peu aussi le cas, Martin. Tu vois qu'au final, il faut faire Il y a les un musiques. blocage à un moment. Il y a un blocage à un moment parce qu'on aime bien monter musicalement, que ça élève un peu les images et que ça permet de faire des respirations de séquences, de rythme, etc. Du coup, moi je dirais avant. En tout cas, pour moi, il faut vraiment le faire avant, dans le sens où tu as le temps en plus. Tu as le temps de après discuter, de faire des retouches, d'adapter au montage, tout ça. Si tu as déjà tout donné avec le scénario pour moi suffit en termes d'émotion, d'intention à faire la composition. Ouais, ça dépend quel projet aussi, je pense. Et on a un peu fait les deux au final. Si on prend tous les projets qu'on a fait, justement, je voulais revenir un peu sur les différents trucs qu'on a fait. Quand tu dis avant, moi j'ai plus le sentiment qu'on fait 1 ou 2 chansons avant pour vraiment donner un Oui. espèce de ton, surtout si on bosse pour un client, un réal, pour lui donner une idée en fait dans quelle direction ça va On aller. va faire le thème principal plus. Ouais, c'est ça. Et après, on va découler. et les sonorités. Ouais. Et ensuite, généralement, lui, il fait son montage en parallèle et il commence à nous filer un début de montage. Et on adapte. C'est ça, il faut qu'on adapte aussi au timing qui évolue. En tout cas, c'est toujours compliqué, mais on fait aussi du montage, on sait que l'inverse est aussi compliqué. Mais je trouve plus compliqué de après bouger la construction d'une musique pour qu'elle colle au montage que bouger la construction d'un montage pour que ça colle plus sur la musique. Genre, t'as dans la musique quand même des choses instinctives, de mesure, de tempo, de tout ça, et que juste, on te dit, non, mais là, ce serait bien que t'enlèves 4 secondes sur le truc. Non, en fait, genre, c'est pas le dernier accord de la mesure. Il y a plein de choses comme ça qui font que c'est toujours bien d'avoir la musique faite avant, mais en même temps, dans ce propos-là, ça peut être mieux de l'avoir fait après aussi. Bref. Ouais. Il n'y a pas de bonne manière. C'est que quand tu montes Y a pas de mauvaise. forcément avec la musique, ça donne forcément un petit côté un peu plus, pas clip, mais tu vois ce que je veux dire, genre ça... Oui. Ça prend forcément plus de pas sur, tu vois, sur l'image. C'est pas dans le fond. Voilà, c'est pas dans le fond, c'est mais pas ça pour... peut aussi, tu vois. Justement, sur les courts-métrages qu'on a fait, donc on a déjà mentionné Rage Road, qui était un seul morceau de Soundwave, du coup, sur lequel on a fait un court-métrage un peu clipesque. Qui a tourné worldwide. Worldwide. Et ensuite, je pense à Okeanos, du coup, le court-métrage de fin d'études qu'on a fait ensemble avec Léandre. Je sais qu'on a fait une chanson en amont pour donner le ton, chanson qui n'est pas dans le film au final, et au final, le reste de la BO, on l'a composé après. Ah ouais, je me rappelle même pas. Ouais, tu vois. si. Ok. Mais Vous on avez avait fait après Okeanos? On a commencé avant, mais du coup, on avait fait un morceau qui avait des tons un peu... mais oui, un peu fantastique. Ouais, un peu égyptien, je me rappelle. bizarre, qui collait pas du tout au final avec le film une fois qu'on mais l'avait oui. vraiment Et tourné. c'est la musique qu'on avait mis sur les teasers, justement, C'est ça, pour ouais. teaser le projet, avoir des financements, Kiss Bang Bang. Et au final, ça correspondait plus du tout à ce qu'il y avait vraiment dans le film à la fin, quoi. C'est vrai. Et du coup, la musique, vous l'avez fait avec le film fini. En partie, en tout cas, on a commencé avant, mais... Un peu pendant, quoi. un Un peu pendant, et après, pendant le montage. tout Mais ça. parce que c'était notre film aussi, et qu'on faisait les autres trucs C'est ça. dans ce film-là. Et après, il y a eu Rapace, du coup, votre court-métrage à vous deux, du coup, sur lequel moi, du coup, j'étais juste compositeur avec Léandre.
Et là, je sais que vous avez déjà des volontés spécifiques en termes de musique. Il y avait quand même au niveau du ton aussi du film, fallait que ça soit représenté dans la musique. Donc, vu que c'est un film de guerre d'époque, il fallait que ça sonne un peu classique et épique. Et en même temps, il y avait ce côté un peu plus pulp. Le moderniser un petit peu. Classique hip-hop, quoi. Avec un gros beat de rap sur les orchestres et compagnie. Donc c'est vrai que ça, c'était une volonté qu'on avait déjà en amont au moment de le commencer. Il me semble Ouais, puis ça collait avec ton style aussi, enfin, et ton... Ouais, avec mes influences. Ouais, tes influences, ouais. C'était un bon mélange de vos deux univers, je trouve, pour le coup, Rapace. Ouais, c'est clair. Et du coup, le dernier truc similaire un peu sur lequel on a bossé, c'est justement, on a fait exprès de faire le parti pris inverse, où on a composé une chanson d'abord avec Léandre, et on a filé cette chanson à Martin, et Martin s'est inspiré de la vibe un peu de la chanson pour écrire un scénario par-dessus, pour imaginer un univers, et ensuite bosser un film à partir d'une musique. Ce qu'on avait plus ou moins jamais fait avant. Non mais c'est qu'on avait eu ce débat parce que on fait de la musique de film et on en avait marre de du coup faire de la musique pour un film et du coup on voulait faire juste une musique style musique de film et faire un film de cette musique de film. Et juste non mais c'est vrai que c'est très clair. Ouais, c'est pas clair du tout. Enfin, en gros juste faire le clip d'une musique de film quoi. Le clip d'une musique de film. Mais sans que nous, les compositeurs, on décide de ce que c'est. Martin, il a vraiment juste, il a mis ça dans ses oreilles et s'est dit bon bah moi ça, ce que ça met. Enfin, tu peux en parler mieux que moi. Je pense, ouais, bah c'était. Oui, bah t'as tout résumé. Vous m'avez donné la musique, vous m'avez dit bah écris, et j'ai écrit et vraiment avec. Je crois sincèrement, il y avait vraiment zéro direction de votre part. Hein, je crois pas. Enfin, vous m'aviez vraiment juste envoyé la musique. J'étais parti en vacances au Pérou. Et c'est quand je suis revenu, vous aviez fait le morceau et vous me l'avez redonné quand je suis revenu. Et ouais, moi ça m'a inspiré une idée de base, en tout cas, qu'on a après retravaillé tous les trois ensemble. Et du coup, c'était intéressant aussi. C'est intéressant en fait la concordance ou non de l'idée proposée avec vous, ce que vous imaginiez et ce que vous aviez imaginé. Je me souviens pas si vous aviez. Si vous étiez déjà dit un peu ah, mais qu'est-ce que ça va raconter, tu vois, ce morceau. Pas vraiment. Ça aurait été marrant que vous notiez vos idées à vous de qu'est-ce que ça vous inspirait et voir si après si en vrai il y a moyen qu'on avait déjà plus ou moins des idées mais plus dans les intentions et le drame, l'intensité du dramatique là-dedans, tu vois. Et puis bah ça collait ça collait ouf. Enfin c'est ce que vous m'aviez dit. C'était ça qui était hyper intéressant, c'est de voir ton interprétation de notre musique et de nous de se dire bah ouais ça marche trop bien genre, et faire l'inverse. En soi, on l'avait déjà fait ça. En fait, quand j'y pense, on l'avait fait avec NN sur Vision, un peu. Mais il y a des paroles, tu vois. Mais là, vous nous aviez donné de quoi manger, quoi. Bah, et puis c'était une musique qui n'était pas prévue pour ça à la base. Vous avez choisi la chanson à clipper. Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est que oui, vous avez décortiqué sans les artistes. C'est c'est que en tant que créateur musical, ça doit être toujours assez fascinant de voir à quel point des fois ça peut être proche de ce que tu imaginais déjà ou juste te proposer quelque chose de nouveau mais qui te parle et tout, ça doit être cool. Bah ouais, totalement. Moi je sais que avec un pote on avait fait mon espèce d'album qu'on a sorti sur Bandcamp qui était de l'ambiante vaporwave et tout un peu, et nous dans notre tête on s'était grave imaginé un univers un peu cyberpunk, un peu à la Blade Runner 2049 et compagnie, un truc un peu éthéré comme ça, et on l'a posté sur Bandcamp du coup, et on a eu des commentaires. Il y a quelques personnes qui avaient bien apprécié. Dans les commentaires, c'était un mec qui disait ouais, j'imagine trop un univers industriel, un truc ultra gris et tout, ce qui était pas du tout ce qu'on avait imaginé, mais qui collait
aussi qui super marche bien avec, aussi, quoi, genre. bah ouais. Et c'est intéressant de voir comment on interprète tous chacun différemment aussi ces choses-là. Je pense que ce serait intéressant de parler un peu de nos influences aussi, des compositeurs qui nous inspirent, Léandre et moi, principalement. Bah, c'est sûr qu'on est. Même dans notre musique qu'on fait, on a, dans l'EP qu'on a sorti au mois de novembre et tout, il y a un peu beaucoup trop, même parfois, de M83 qu'on aime beaucoup, Ouais. de Philippe Glass. Ouais. Beaucoup de Philippe Glass. Voilà, c'est tout. C'est un mélange des deux. Bah, principalement, c'est pas nos seuls inspi, mais c'est vrai qu'on s'y retrouve souvent sur les arpégiateurs et Ouais, c'est ça. les- L'orchestre, l'intensité, l'épique, tout ça, quoi. Et on précise en M83, je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément l'image spécifique que nous on a en tête, parce qu'il y a un album qui est très connu, qui est un album de pop, mais en dehors de ça, avant c'était quand même 4 ou 5 albums de post-rock down-tempo, et ça a évolué vers d'autres trucs, et surtout il fait aussi des musiques de films, du coup pour son frère aussi notamment, Ouais. et pas que. Et du coup là c'est des trucs carrément plus orchestrales, mais il y a quand même un gros parti pris électronique qui est assez épique et tout, ça nous parle beaucoup. Carrément. Et puis de la voix un peu. Et ouais, c'est ça. L'utilisation de la voix, elle est reconnaissable aussi dans Mais, le 80. mais vraiment, ouais, on est tout le temps, même on peut pas s'en empêcher, dans la composition d'un morceau qui se veut de plus en plus épique, et ça monte crescendo pour atteindre une certaine intensité en termes de volume et de drama. Et parce que je pense que c'est parce que ça nous évoque des images en fait épiques de cinéma, on a envie de faire des films, et du coup, bah, ça, tout de suite, on a envie que ça pète, tout ça, et je sais que c'est un peu, et même beaucoup lié à ça, le fait que ça finisse toujours comme ça, nos musiques. Ouais. Que ce soit dans un peu dark ou alors hyper lumineux, mais c'est toujours très, très épique. De plus en plus épique, plus ça avance. Et oui, et c'est souvent des morceaux qui commencent genre très calmes et qui finissent en explosion totale de sensations, parce que aussi, on a cette volonté de raconter des histoires, et pas que dans les films aussi, quoi. Dans notre musique, on sent aussi une certaine trame scénaristique, entre guillemets, c'est pas à ce point-là. Ouais, et puis vous êtes proche de vos influences aussi. Et des fois, d'un regard extérieur, des fois, on dirait presque que c'est une fatalité, quoi. Genre, mais vraiment. Des fois, quand vous commencez des morceaux ensemble, moi, en gros, j'ai un peu des écoutes au fur et à mesure de la progression des morceaux. Léandre me fait écouter le début d'une mélodie qu'il a trouvée, puis après, il me fait écouter quand vous avez rajouté, tu vois, les VST et tout. Et c'est marrant, au début, ça part sur un truc en mode, ouais, putain, yes, on n'avait pas trop fait ça encore et tout. Et je sais que très souvent, pas à chaque fois, c'est pas du tout le cas, mais souvent, genre, ça finit en mode, mais putain, mais voilà, on est en train de faire du M83 encore et tout. Enfin, vous revenez souvent, il y a une espèce d'aimant qui vous attire vers des archétypes musicaux et tout, mais qui sont trop bien, qui font kiffer, et qui font forcément penser à des images, en fait. Genre, vous faites très peu, en tout cas c'est mon avis et d'amateur, mais vous faites pas de la musique où tu ne peux pas imaginer d'image dessus, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est forcément de la musique inspirante de ce point de vue là, je trouve. C'est tout le temps c'est complètement ça, hein. Bah en vrai, ouais, notre style, ça va être vraiment épique, électronique, orchestre, puis et ça crée des émotions, c'est pas forcément de la musique que les gens ils vont écouter tous les jours, en tout cas pas la plupart des gens. Mais par contre, c'est des musiques où forcément, tu sais, il y a des émotions, quoi. Ça te fait ressentir un truc, et c'est pas juste, tu peux pas juste écouter, juste en pensant à rien, mais ça va forcément faire remuer des choses et tout. C'est tout le temps très émotionnel et tout, et c'est chouette. Puis comme il y a jamais de paroles aussi, qu'on fait vraiment que de l'instrumental, c'est propre à chacun de se faire son propre film et ses propres images dans sa tête, quoi. On a mis de la voix quand même aussi sur certains morceaux, mais c'était pas des paroles chantées, c'était beaucoup plus, on traitait la voix comme un instrument. Du chant ethnique et tout ça. C'est ça. Et du coup, pareil, ça rajoute à ce truc un peu dramaturgique tu t'imagines, ça personnifie en fait un peu la musique, tu t'imagines pas forcément un personnage ou quoi, mais en tous les cas, c'est une voix qui est traitée comme le violon qui ferait la voix d'un oiseau, machin. Je voulais poser la question là au micro. Après, peut-être que tu avais prévu d'en parler plus tard et tout. Mais je sais, je vous pose souvent la question, pourquoi vous n'avez pas de nom de groupe, tu vois. Et du coup, je sais pas si vous trouvez ça intéressant ou pas. Mais... alors, moi, je l'ai toujours dit, tout ça, je pense que c'est... pour moi, c'est clair dans ma tête, en tout cas, c'est que je pense que si j'ai la volonté de vouloir faire des films, vouloir faire de la musique... vouloir faire plein de trucs qui touchent à l'artistique, de la photo, tu vois, genre des trucs comme ça, juste. Que tout soit regroupé regroupé sous mon même nom, en fait, et parce que tout ce que je ferai sera toujours un peu en raccord avec mon univers à moi, et voilà.
C'est une certaine volonté de professionnalisation aussi. C'est ça. Moi, je sais qu'avant, à chaque fois que je faisais un projet solo électronique dans un style différent, bah, j'avais toujours un nouveau nom d'artiste et c'était toujours recommencer un nouveau truc en mode bah, c'est qui lui Oui. Et Là, c'est t'as vrai plus que- envie de faire des trucs différents, mais toujours sur le même nom, pour Ouais. montrer que du coup, tu sais faire des trucs différents et que c'est toujours toi, quoi. Et même pour différencier du coup les trucs qu'on fait avec Léandre qui vont plus vers des trucs pro que d'autres trucs que je peux faire à côté où j'ai Pour plus le envie plaisir et tout ça. Ouais, d'avoir un pseudo parce que c'est tel style ou tel style. Mais non, ouais, c'est vraiment. C'est pas marketing, loin de là, c'est juste, bah en fait, c'est. mais- J'ai pas de personnage qui fait de la musique, tu vois, j'ai pas inventé un pseudo ou quoi, tu vois. Mais ça a genre. été un grand débat. Mais qu'on a eu, ça a été un débat. Ouais. longtemps, ouais. Et en fait, dans la BO, il y a énormément de compositeurs qui juste, c'est leur nom, quoi. Et je pense que c'est un monde musical de la musique de film, tout ça, où juste tu gardes ton nom. Tu gardes ton nom, T'es pas à obligé, l'inverse mais- au contraire, dans le rock, dans plein de trucs, t'es un peu tout le temps, t'as tout le temps un nom de groupe, quoi. Ouais. Mais parce que c'est un groupe et du coup il y a plusieurs musiciens et du coup tu peux pas mettre le nom de Bah, tout c'est le monde. ça. hein, c'est- Ouais, mais même si tu prends les rappeurs ou les mecs qui font de la musique électronique, c'est toujours des. Ouais, des pseudos et tout ça. Genre si tu prends la BO de Tron Legacy, c'est Daft Punk qui l'a Oui, composé. oui. C'est pas Oui. Thomas Bangalter. Ouais, mais t'as aussi des DJ et tout ça, genre tu sais, Sébastien Tellier. Ouais, c'est Enfin, ça. genre t'as des. Et ça, c'est la French Touch. C'est la très, French Touch parisienne. Et Puis tout ça. t'as des compositeurs aussi de films qui ont un pseudo. Ouais. Genre Junkie XL. Ouais, c'est vrai. Disaster Peace, Bah, tout ça. ouais. Mais, Ouais, mais, ils font aussi de la mais- musique de et leur côté, tu vois. De toute façon, il y a, pour le coup, là, ça, c'est vraiment libre à chacun et tout. Il n'y a pas C'est de, ça, il y a de pas bonne de ou de bonne mauvaise façon de faire. Mais en fait, c'était pour amener le fait que où est-ce qu'on peut écouter vos musiques Et bah Léandre Bandry et Cédric Crémé sur toutes les plateformes. Spotify, Bandcamp et compagnie. C'est ça. Et bah voilà, pour l'instant, c'est juste on a uploadé nos petits projets par-ci par-là, mais Ouais, bah depuis Rage Route en fait. Hein, Ouais. Depuis Rage Road, où on avait mis tout ça sur les plateformes. Et puis en fait, on a mis les autres BO. Il y a d'autres BO qui arrivent, tout ça. On est tout le temps en train de faire de la musique. et c'était que des musiques qui servaient d'autres projets, C'est ça. mis à part du coup l'EP qu'on a sorti Ouais. récemment. Cycle qu'on a sorti au mois de novembre. Et là, c'est vraiment un EP entier de musiques qui ne sont pas liées à des courts-métrages ou de la fiction ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste style musique de film et on s'est juste fait plaisir dans ce qu'on avait envie de faire. Et on a fait ça. Par contre, on a plein d'idées de clips pour Ouais. plusieurs de ces musiques dans cette EP. Et ça sert un peu entre guillemets de bande démo dans le sens où bah voilà un peu notre univers, voilà ce qu'on peut faire et c'est de la musique qui évoque la musique de film, C'est mais ça. il n'y a pas de film qui va avec à proprement parler. Si des gens veulent écouter ce qu'on a fait, mais sans que ce soit un truc qui colle à un projet spécifique. C'est ça. Quoi. Parce que sinon on se plie à ce que veut un réalisateur ou quoi, et du coup c'est pas à 100% notre univers non plus. Ce qui est cool aussi, Ce qui est cool aussi. mais ce qui est moins représentatif de ce qu'on a Et envie justement, comme tu disais, Martin, tu sais, où c'est un peu une fatalité de toujours faire un peu la revenir même, dans son style. la même recette, etc. Bah, vraiment, quand on est en train de composer pour une demande particulière avec un réalisateur, c'est trop bien parce que ça nous sort vraiment de notre zone de confort et où on est obligé de le faire. Et c'est un challenge et du coup, c'est hyper plaisant de faire ça de cette manière, d'utiliser des sonorités qui sont pas électroniques, arpégateurs, tout ça, et juste vraiment être que dans l'orchestral ou mettre de la guitare dedans ou de la corde ou un peu des cuivres et tout ça. Genre des c'est- voix. Ouais. des voix et Mm. tout ça, genre c'est intéressant parce que c'est que par ces opportunités-là qu'on va naturellement du coup chercher autre chose que Parce ce vous qu'on avez aime pas le faire. choix. Ouais. On fait ça avec ce qu'on a, mais par contre on essaie toujours de faire en sorte que ça sonne le plus pro possible Et vous le faites avec le cœur. et avec le Et cœur. ça, le cœur. et ça, c'est le principal. Et dans les autres influences, du coup, on n'a pas cité, mais moi je pense que ça compterait quand même de citer Vangelis. Oui, complètement. Parce que ça, c'est quand même un gros. Vangelis, M83, Philip Glass, John Carpenter. Ouais, Hans Zimmer. Hans Zimmer, comme tous ceux qui Mais essaient de ouais, faire de ouais, l'orchestral c'est et un peu, tout, tu vois. De toute façon, on va citer son nom 50 fois dans cet épisode, à mon avis. Mais parce que c'est C'est le plus connu, je parce pense, que c'est le plus actuel. connu, tu vois. Mais John euh, Williams, peut-être. en tout cas, on écoute plus de notre côté, oui, du Vangelis, Mm. M83, tout Et ça. peut-être toi, vis-à-vis du piano, il y a peut-être des pianistes spécifiques. Enfin, Philippe Glass. Non, mais même, je pensais à Ian Tiersen ou Ouais. des gars comme ça. Ça, après, c'est plus que j'aime écouter dans de l'instrumental, acoustique et tout. Mais non, vis-à-vis de la musique qu'on fait, ou même que je vais faire moi de mon côté ou quoi, j'arrive pas à m'en détacher et je saoule tout le monde autour de moi avec lui. Mais ouais, je pense que Philippe Glass, il a une manière de jouer en fait qui est de l'arpégator, littéralement. Bah oui.
Et c'est des motifs en aller-retour qui sont répétitifs, hypnotiques et qui durent vraiment très longtemps. Et tellement j'écoute ce genre de choses que sans le vouloir, je joue tout le temps comme ça quand je joue du piano tout seul. Et du coup, ça se répercute dans nos morceaux. Même de mon côté, avec Joris, du coup, avec qui on a le projet Hyperborea, pareil, on essaie de se forcer à pas mettre trop d'arpégiateurs, mais on en met très souvent. Mais oui, parce que c'est incroyable. Et ça vient de ce truc-là. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un compositeur fantastique, très très connu, qui était surtout prolifique dans les années 80-90, jusqu'aux années 2000 même. Et du coup, qui a fait la BO de Koyanis Katsi, qui est un film expérimental que je recommande à tout le monde, ou par exemple Candyman, qui est un film d'horreur des années 90. En fait, beaucoup de ces musiques aussi maintenant sont reprises dans plein de trucs. Dans des vidéos, tu sais, comment dire, épiques ou critiques de notre société. Enfin, tu sais, non mais c'est vrai. C'est... parce que Koyanis Katsi est un peu comme ça aussi, c'est un peu une espèce de satire. Mais ces musiques-là, elles sont reprises dans tous ces styles de vidéos-là, un peu. Et je crois qu'il y a eu du coup un extrait récemment dans la dernière saison de Stranger Things. Ouais. Il y a eu un peu de. Comme dans Watchmen aussi. Dans Watchmen aussi, ouais. C'était le tube un peu de Philip Glass de Koyanis Katsi qui a été repris dans Watchmen. C'est ça. Et dans Stranger Things, la dernière saison aussi. Qui a remis ça un peu. J'adore de Philip Glass, la BO de Mishima. Ah bah oui. Clairement. Mishima de Paul Schrader aussi, qui est un fantastique film. Question suivante, ce serait comment on compose ? C'est quoi notre modus operandi ? Dans quel ordre Soit on a déjà des idées bien précises, que ce soit Cédric sur j'ai entendu ça, ça serait trop bien d'essayer de partir à partir de cette sonorité ou un truc comme ça. Et sinon, en vrai, la plupart du temps, vu que je fais de la musique moi tout seul dans mon coin, j'arrive avec une idée, je te dis putain mec, faut que je te fasse écouter cette mélodie ou un truc comme ça. Et du coup, je lui joue, et puis toi, t'es en train de me dire oui, mais peut-être plus ça, c'est de faire ça comme ça et tout. Et du coup, on remodélise le truc un peu direct au piano. Et puis après, on cale tout ça sur notre logiciel en MAO, en fait, note par note, accord par accord. Une fois qu'on a tout plaqué, vraiment l'accord, les accords et la mélodie, parce qu'on compose de manière simple, encore une fois, on n'a pas fait de solfège et tout, donc c'est peut-être très primaire la manière dont on fait, mais en tout cas, on fait comme ça. Et du coup, c'est accord, mélodie. Là, on commence à chercher déjà des petites sonorités pour essayer de donner la couleur, un peu la texture du morceau. Ouais. Et comme on a notre univers, on sait un peu déjà ce à quoi ça va ressembler. On a des réflexes, quoi. On a des réflexes. Mais voilà. Accord, mélodie au piano, on cale ça sur le logiciel, et puis après, on arrête le piano, et là, c'est bon, on commence à enrichir un peu le truc autour de ça. C'est vraiment rajouter des couches, des couches et des couches et des couches. Ça se nourrit un peu l'un l'autre. Tu dis arrête le piano, mais c'est pas forcément le cas. Souvent, si on a un trou quelque part, qu'on se dit là, il faut qu'il y ait quelque chose, machin, c'est souvent le moment où tu vas reprendre un peu le pianotage, et ça peut être sympa, et peut-être un petit truc comme ça, et puis finalement... C'est ça. Ouais. Typiquement, là, pour rendre la chose un peu plus interactive, pour expliquer, et vu qu'on peut profiter de faire un podcast et d'avoir le format audio, et comme on parle de musique, c'est le format idéal. Là, il y a 10 secondes, par exemple, d'un de nos morceaux, 10 secondes vraiment à la toute base où il y a vraiment les 4 accords, l'intention principale, avec le choix de l'instrument. Du coup, par-dessus ça, on rajoute une mélodie qui correspond avec ces accords-là et qui pourra évoluer par-dessus. Donc, par exemple, un truc comme ça. Et là, après avoir rajouté faire fusionner ces deux éléments ensemble, on va rajouter des petits détails, des petits motifs. Toi ? Non, pas moi. Toi, tu fais ça, toi ? Non, je sais pas faire, mais c'est pour participer. Et du coup, ensuite, on rajoute les percus, donc de quoi donner un peu plus de dynamique et de corps, en fait, au morceau. C'est en gros ça, et je trouve ça trop bien de disséquer un petit peu, sachant que c'est notre manière à nous un peu de faire ça comme ça, et que... Et vous mettez combien de temps
À peu près, en 10 fonction d'un minutes, 10 morceau. minutes. Ah oui, oui. 10 minutes. C'est avec Oui, les c'est intelligences Oui, artificielles c'est maintenant. c'est du foutage de gueule du en foutage fait, de gueule. depuis tout à l'heure. Bon bah super, bah, merci les gars. Non, ça dépend. En vrai, il y a eu des morceaux, on les a retravaillés 12 fois, 14 fois, et il y en a, on a fait en un après, on était en mode, ça rend trop bien, et du coup, on est resté dessus direct. Mais d'ailleurs, enfin, vous avez tous les deux, mais enfin un peu plus toi, Léon, j'ai l'impression que à un moment, je pense qu'il faut, tu sais, il faut arrêter, le valider, le bloquer, parce que sinon, tu sais, tu peux le, Oui, tu le peux digérer autrement. tu et- peux le bidouiller encore et encore, et tu sais, vouloir toujours le changer perpétuellement et tout. Enfin, c'est comme un film, comme tout projet artistique. Mais c'est vrai qu'à la musique, bah, souvent, tu sais, tu ressors un morceau que t'as une semaine après, t'es en mode ah putain, mais il y a ce truc là, tu sais, qui me gêne, qui C'est que m'emmerde. C'est et tellement tout. rapide à être concret que du coup, tu fais des choix hyper spontanés. Et puis une semaine plus tard, t'as plus la même spontanéité que la semaine dernière, et du coup t'entends les choses différemment et t'as toujours envie de remodifier. Et comme c'est gratuit et facile de faire une modification, bah t'as envie d'explorer d'autres choix pour vraiment être sûr. Et moi je suis trop comme ça, et je sais que Cédric a tendance à vraiment me recadrer là-dessus, parce que j'ai envie d'explorer d'autres opportunités pour me rendre compte que ah bah non, en fait c'était beaucoup mieux avant. Et je veux en avoir le cœur net, parce De que toute façon, sinon, c'était mieux avant. c'était mieux avant. Tout était mieux. Mais en vrai, oui, Ouais. le premier choix est souvent le meilleur, mais c'est bien d'essayer, en tout cas, je pense, Ah, mais non, mais c'est d'essayer clair. d'essayer Ah non, plein de choses. Carrément. À l'inverse de plein d'autres projets créatifs, enfin plein d'autres types d'art, où en fait, tu fais un choix, ça va te prendre des heures à juste faire autre chose, et du coup, tu vas pas le faire parce que c'est encore une autre manière de travailler. Il y a des Mais choses après, dans t'es la frustré parce que tu dis putain, j'aurais Bah ouais. peut-être Bah, si testé, seulement, Alors que la musique, on peut assez rapidement tester des nouveaux trucs. tester quoi. des autres sonorités sur une musique, sur une mélodie ou un truc comme ça, quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir ce recul-là et de faire des choix différents avec le recul. Mais par contre, c'est vrai qu'une chanson, c'est jamais terminé, c'est jamais Bah parfait. oui, de ouf. Et du coup, il faut juste choisir un moment, il faut se forcer à la sortir en fait. Il faut juste Ce qui est bien, parce que du coup, on a fait la compo, on a mis toutes les pistes, enfin, on a tout composé sur toutes les pistes, tout ça. Et après, on fait le mixage. Et là, Cédric, toi, tu te charges beaucoup du mixage sur un peu les fréquences, tout bien équilibré, et puis C'est ça. les volumes et tout ça. Et après, derrière, on l'envoie en mastering pour que ce soit un peu normalisé dans les standards d'écoute, etc. Et en gros, moi, c'est le moment où j'arrête de faire chier Cédric sur d'éventuels modifs ou quoi, parce que c'est un autre gars qu'on paye du coup pour faire le mastering. Et en fait, une fois qu'il est parti, quoi. Ouais. Voilà. Et puis aussi, parce que du coup, là, c'est plus des normes techniques et c'est plus des trucs qui te passionnent moins et où t'es le moins à l'aise. Si, peut-être aussi. Oui, si tu j'aime bien, kiffes. sachant que le mastering, il fait aussi des propositions. Ouais, Oui. ok. Il y a Ouais. il y a une vraie modification C'est ça. artistique. Il y a des Ouais. choix artistiques aussi au mastering. Oui, c'est pas juste, allez, tiens. Non, ton truc il est prêt à diffuser, non, c'est pas juste ça, t'as aussi des petits choix. Bah, même souvent, on fait pas mal de retours en mode bah tiens, accentue un peu plus les aigus sur cette partie-là, un peu plus de basse sur le début, machin, des trucs comme ça. C'est ça. Mais c'est surtout que bah oui, vu que ça nous coûte de l'argent aussi, une fois que c'est fait, c'est fait. On va pas repayer pour un petit détail, un petit bouton à tourner quoi. Généralement. Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est à peu près ça notre façon de faire, quoi. Ça, c'est généralement c'est le moment où un morceau est terminé. Du coup, bon, on l'a déjà un peu mentionné, mais c'est quels moyens on utilise, quelle configuration, quel matos on a, les instruments, blablabla. Donc t'as déjà dit de toute façon. Ouais, j'ai déjà plus ou moins dit, mais on utilise. Toi, ça fait 20 piges que tu travailles sur. Ouais, moi sur FL je Studio. suis sur Fruity Loops, du coup. Bon, je suis sur la version 20. J'ai commencé sur la 8 et j'ai un peu fait FL Studio, c'est Fruity Loops. Ouais. Fruity Loops Studio. J'apprends un truc. Et moi j'ai un peu toujours fait avec ça. Après c'est pas le seul logiciel que j'utilise, mais dans le cas de ce qu'on fait avec Léandre, c'est ce que je trouve de plus pratique, instinctif pour moi, parce que j'ai des habitudes dessus. C'est ça. Et Et du coup, quand on est tous les deux, c'est moi, piano, vraiment à part, il n'y a rien de branché sur le logiciel. C'est vraiment moi, piano, tout ça. Et puis toi, MAO, où du coup on reprend les choses du piano, on les prend une par une et on les cale sur le logiciel. Ça, c'est pour notre manière à travailler tous les deux. Ouais, à quelques exceptions près, où peut-être on a pu enregistrer des pistes un directement. micro-corg Ouais. ou de la voix ou des trucs comme ça. Mais... Et sinon, du coup, on a bossé en collaboration avec une chanteuse, du coup, qui nous fait des voix de ouf, lyriques, opéra, tout ce que tu veux, pour rajouter par-dessus.
Parce que sinon, des fois, c'est Léandre qui chante et c'est arrivé, hein. et modifie sa voix. Bah oui, je sais. Ouais. On l'a caché par-ci C'est par-là. pour aller à un step-up. Ouais. Maintenant, il y a une vraie chanteuse. C'est ça. Parce que imiter une chanteuse, j'arrive pas trop. Ah, ça dépend. On vous laissera trouver dans les chansons qui passent depuis tout à l'heure à quel moment c'est Léandre qui chante. Mais basiquement, c'est à peu près tout. Hein. Genre, c'est vraiment... Il y a un logiciel, un synthé, et après tout le reste, c'est dans nos têtes et dans nos petites mains, quoi. Maintenant, la question, pas qui fâche, mais en tout cas, Le débat. non, ouais, je sais pas si c'est un débat vraiment, mais en tous les cas, comment on va professionnaliser cette passion? Parce que pour nous, c'est une passion, on le fait entre nous, c'était juste un petit truc, et progressivement, on va de plus en plus vers des projets payés, on va dire. Mais comment on devient des vrais compositeurs à partir de ça, et comment on en fait notre métier, quoi. C'est une question que tu poses à moi. Bon, c'est une question ouverte, hein, parce que j'ai pas vraiment la réponse, je t'avoue. Bah, après, je sais pas, mais qu'en vrai, je pense le travail, comme pour n'importe quel projet artistique, il suffit pas de bien faire une seule fois, il suffit de bien faire à chaque fois et d'être productif et dans l'ère où il faut montrer plein de choses. Je pense être présent aussi sur les plateformes, peut-être sur les réseaux, sur tout ça, ou en tout cas être original de base et talentueux, je pense. Du moins, nous, on essaye au maximum. Et puis derrière, être productif, avoir plein de choses à proposer, et puis voilà, être présent, en fait. Et une certaine polyvalence aussi, parce que c'est pas que des musiques de films ou de courts-métrages ou quoi. Enfin, du coup, les compositeurs, ça bosse aussi souvent sur des jingles, des marques, des pubs. Ouais, ça peut être vraiment plein de choses différentes, ou bosser pour des artistes directement en termes de production, quoi. Moi, je sais que j'avais aussi fait, du coup, déjà le générique, toute l'identité musicale de cette émission qu'on est en train d'enregistrer à l'heure actuelle, mais aussi, du coup, du podcast Jumpscare, qui est carrément plus populaire que ce que vous écoutez là tout de suite. Mais ouais, mais ça va. Mais ça reste quand même 10 fois mieux. Ouais. Enfin voilà, il y a aussi ce genre de truc, je pense que tu peux pas rester aussi juste que sur des projets artistiques faits par des amateurs. Je pense qu'il faut aussi aller vers des entreprises qui recherchent des... Mais aussi, je pense que c'est un domaine où c'est plus les gens qui viennent vers toi pour genre ils écoutent ta musique et ils aiment l'univers et ils écrivent des scénarios et ils font des films à côté, ils se disent mais en fait ce qui collerait trop bien là sur ce projet là c'est la musique de Cédric. Mais pour ça faut qu'ils nous connaissent déjà et du coup faut que les films tournent en festival, et sinon pour professionnaliser notre musique moi j'ai trop envie, c'est vu qu'on continue à faire des films à côté et que c'est aussi une priorité de notre côté de faire des films, tout ça. Moi, je sais que je mettrai toujours ma propre musique dans mes films, dans le sens où si je me professionnalise dans l'audiovisuel, ça va mettre en valeur aussi ma musique. Tu vois, c'est se servir de notre entourage aussi en termes de vidéo et d'audiovisuel pour proposer en fait de la musique. Oui, c'est clair qu'on n'ira pas payer des compositeurs pour bosser sur nos projets. C'est ça. Et c'est une manière de faire vivre autrement notre musique qu'à travers les plateformes ou juste le format audio. C'est on va faire de la musique de film. Et si on fait des films à côté, autant faire aussi la musique de film de notre propre film. Et c'est une autre manière de faire vivre notre musique, quoi. Pour continuer là-dessus, ça serait quoi, les gars, vos envies pour l'avenir? Enfin, tu vois, vous avez envie de vous souhaiter quoi du coup, plus vis-à-vis de la musique que de la vidéo, même si c'est de la composition à l'image, mais ça serait quoi vos souhaits je pense on aimerait bien bosser sur plus de projets déjà qui sont pas nos projets vidéo, c'est-à-dire qu'on soit peut-être contacté par des réalisateurs ou des boîtes de prod pour bosser sur des trucs artistiques qui vont un peu nous challenger, je pense. Comme on a dit tout à l'heure, on a sorti un EP récemment. Je peux envisager d'ici quelques années peut-être un album, un vrai album, un truc cool, un truc solide. Ouais, complètement. Qui soit lié à... Mais même pas dans quelques années, oui, même avant. Beaucoup plus tôt que ça. Oui, la semaine pro. C'est juste que ça prend du temps à faire, mais... Sinon, on a eu beaucoup de discussions sur faire du live ou pas, parce que c'est un truc aussi, c'est que du coup, moi, je suis vachement sur mon PC à faire des clics et à taper des trucs sur mon clavier, mais c'est différent une fois qu'il faut jouer la musique sur scène, c'est une question qu'on se pose. Et toi, t'as une expérience de ça, et justement, ce serait intéressant. J'ai une expérience de la scène, mais pas en tant que musicien, mis à part à la batterie, quoi. Et toi, pour le coup, t'es un vrai joueur de piano, mais t'as pas l'expérience non plus de la scène spécifiquement. Ça sera un challenge. Pas du tout. Ce sera un challenge. Et en plus, il y a des radios qui vous ont demandé. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la demande qui est là, quoi. Et on leur a dit, on la joue pas, notre musique, en fait. Mais c'est un projet, après... Pour l'instant, en tout cas, c'était plus de mon avis à moi, mais on a plus envie, en tout cas, de faire des clips, de vraiment faire de l'image et raconter des trucs avec nos musiques, quoi. Genre. À base de ce qu'on a déjà fait. Voilà, c'est ça. À base de ce qu'on a déjà fait, plutôt que
Mais même avant on a recommencé à composer d'autres musiques, mais on a déjà des idées de clips pour notre EP, tout ça, et voilà. Et c'est aussi comme ça que tu fais vivre ta zik. Mais forcément, si on se projette sur les étoiles et tout, bah oui, évidemment, on aimerait bien faire la BO d'un film qui passe vraiment au cinéma et qui est vraiment distribué premier degré. Grave. On n'en parle jamais, mais c'est évidemment le endgame du truc, quoi. Je pense que ce serait ça, mis à part ça. Ah bah complètement. Ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, ça me paraît être le moment approprié pour clôturer cette première partie sur cet épisode, ce double épisode sur la musique, par un petit jeu, comme à notre habitude. Ok. Oh yeah. Alors, Explique-nous tout. dis-nous tout. Alors du coup, le jeu, ça va être... en gros, vous voyez souvent les réalisateurs, ils aiment bien bosser avec des compositeurs. Souvent, ils aiment bien avoir leurs petites habitudes et former des petits duos qui se répètent de film en film. J'ai pas envie de dire compositeur attitré, mais vous voyez de quoi je parle. Bien sûr. Oui. Du coup, j'ai fait une liste de réalisateurs et à chaque réalisateur, il va falloir me donner son compositeur avec qui il a le plus bossé. Ok. Très bien. Alors, j'envisage le fait que ça va sûrement être très facile, donc ça va être la rapidité. Rapidité, ouais. Et je vais en enchaîner plein, donc on va compter les points. Pour savoir qui va payer une bière à l'autre Exactement. après l'épisode. C'est exactement ça. Très bien, vous êtes prêts? Oui. Steven Spielberg, John Williams. John Williams. Ouais. un point pour Léandre. 29 films ensemble. Ouais, ok. Putain, c'est bien. C'est Puis, un truc de ouf. puis pas 29 petits courts-métrages un peu nuls, quoi. Allez, que du gros banger. Mm. Sergio Leone. Ennio Ennio Morricone. Celui-là sera pour Martin. Ils ont fait 6 films ensemble, mais Sergio Leone n'a fait que 6 films de toute façon. Tim Burton. Daniel Elfman. Ah là, c'était vraiment en même temps, quoi. Même avant, c'était en même temps. Mais comment Non, ça moi j'ai entendu Martin Ok, personnellement ok. quand même, mais Oh là là. là pour le coup c'était vraiment en même temps. Je vais décaler la piste. Je vais décaler la piste et je vais me mettre avant et puis. Oui. Bah en même temps. Hein. Je vous le Ou donne alors tous les mes deux. zéros ou rien, tu vois, mais. Oui, et puis je le compte pas. Ouais. Après, je l'ai dit un petit peu avant, mais c'est Hayao Miyazaki. Joe Hisaishi. Si. Mhm. Ça fait un point de plus pour Martin. 10 films ensemble. D'ailleurs, j'ai pas précisé juste avant, Tim Burton et Daniel Elfman, 13 films ensemble. Putain. Christopher Nolan. Hans Zimmer. Hans Zimmer. Putain. Alfred Hitchcock. Ouch. Merde. Est-ce que c'est celui de Psychose? Bien sûr. Bernard Herrmann? Bernard Ouais, Herrmann, putain. tout à fait. 8 films ensemble. M. Night Shyamalan. Ah, Alexandre Desplat. On a collaboré 7 fois ensemble. Ah, James Newton Howard? James Ouais, Newton putain, Howard. bien vu. Tout à fait. C'est ouf. Donc je comprends que ce jeu soit un peu abstrait pour les gens qui connaissent pas les noms des, Oui, oui. des compositeurs, mais bon, bah, tant pis. David Lynch. Ah, j'adore, mais à chaque fois je retiens pas son nom. Il a un nom espagnol. Angelo un peu. Badalamenti. Ouais, Angelo Badalamenti. Putain. Qui est mort il y a 2 ans, là. C'est vrai, ouais. Il y a pas longtemps. Quelle tristesse. 7 films ensemble avec Badalamenti. Luc Besson. voilà. Eric Serra. Au taquet Oh, le mec. Putain. 12 films ensemble. Wes Anderson. Alexandre Desplat. Tout à fait. Combien de films 6 films ensemble. Ok. Et ça ne fait que commencer. À chaque fois, les réponses, c'est ceux avec qui ils ont eu le plus de collabs Ouais, ou ouais. c'est les plus connus, quoi. Tu sais, c'est le match-up des plus connus. Ça va être les deux, mais ça Ouais. correspond à chaque Ok. fois de toute façon. Ok, ok. Et par contre, il y a certains compositeurs, ils sont sur plusieurs réals. Ouais. Ok. Peter Jackson. Howard Shore? Ouais. Au taquet le mec. Bah là, mec, 6 films ensemble. là, tu me... David Cronenberg. Howard Shore? Howard Shore. Ouais, putain. 15 films ensemble. Putain, alors lui, j'y suis allé... Putain, et c'est marrant parce que Howard Shore, en plus, pour moi, il est vraiment c'est le un- réalisateur du Seigneur des Anneaux et de Peter Jackson, et il a pas beaucoup d'autres films, tu vois, à part du coup les films de Cronenberg. Mais en vrai, mec, il Mais qui est- sont plus Bah, cinéphiles. Philadelphia, mec. Toi, là, j'ai C'est regardé... Howard Shore aussi. Ouais, j'ai regardé Philadelphia, là, tu vois... Howard Shore. Il Howard est Shore très- était en mode... Et oui, il a fait un peu années 90, il a eu ça. sa petite présence, puis après, il existe plus depuis. Parce qu'il est très dans le mainstream, mais au final, ouais, cette collab avec Cronenberg, elle a traversé les âges. Ok, ok. 15 films, c'est quand même. Jacques Demy. Michel Legrand, Ah bah, oui. Michel Legrand, tout à fait. 9 films ensemble. Les frères Cohen. John Barry. J'avoue que c'était un nom que je connaissais moins, mais c'est 14 collaborations. En fait, moi, je vais dans les films, tu sais, et j'ai vraiment la petite fiche Le générique. Wikipédia du Oui. film ou le générique. Est-ce qu'il y a un film des frères Cohen auquel tu penses et qui fait tout de suite, appel au tube du compositeur, tu vois? Il a déjà été cité ou pas? Non. Non, putain. Je suis pas sûr que vous connaissiez le nom. Ouais. Non, indice. Son prénom. Ça commence par un C, son prénom. Bah, un indice. Christophe Baratier. Non. À mon avis, vous l'aurez pas de toute façon. Dis-nous. C'est Carter Burwell. Oh putain, ouais. Qui a fait le
Il a fait quoi, lui Il a fait la BO de Amsterdam, qui est trop bien. Ah, ok. Amsterdam. Elle est cool, Ouais, elle je est vois. trop Ah, bien. de cette David BO. Russell. Ouais. Ouais, ok. Takeshi Kitano. Joe Hisaishi. Joe Hisaishi, tout à fait. Darren Aronofsky. J'ai même pas la réal. Bah, The- Requiem for a Dream. The Wrestler, Ah, Requiem ok. for a Dream, Black The Swan. Whale, Black Swan. Ah. Et en plus, c'est un compositeur que t'adores. John Murphy? Non. Ah, attends. Mais on n'est pas loin, ouais. Ouais, bah oui, c'est cet esprit-là. Ils ont fait. Enfin, moi, je l'adore. Ah, mais Trent Reznor et Ah, Atticus Ross, non Non. 6 collaborations ensemble, donc je pense qu'il a fait à peu près tous les films d'Aronofsky. Redis d'autres films du réel? Il a fait Pi, Requiem for a Dream, The Wrestler, The Fountain. Black Swan, The Fountain, The Whale. Il a fait Noé aussi. Donne un indice de. Bah lui c'est le genre de mec un peu comme John Murphy qui a vraiment un morceau Ouais. cultissime de ouf. Bah, de toute façon rien que la BO de Requiem for a Dream c'est voilà, mais après c'est pas lui qui a inventé ça. Putain, mais- je l'ai réécouté il y a pas longtemps. J'ai Ouais, écouté la pareil. BO de Fountain il y a pas longtemps. Et c'est Jablonski, non? C'est pas Jablonski? Son prénom. Clint Mansell. Mansell, tout à fait. Moi, je l'aurais jamais eu. 6 films ensemble. Et c'est un des compositeurs que j'aime vraiment beaucoup. Steven Soderbergh. Donc Ocean's Eleven et compagnie. Ouais, et il a pas forcément fait cela, je pense. Mais ils ont fait 10 collaborations ensemble. Sur quel film? Là, comme ça, de tête, je sais qu'ils ont au moins fait Sexe, mensonge et vidéo. C'était leur première, je pense, collaboration. Après, c'est un compositeur qui est très connu aussi pour avoir bossé avec d'autres réals, Notamment qui? notamment Nicolas Winding Refn. Cliff Martinez. Ah putain. Cliff Yes. Martinez, tout à fait. Joe Dante. Gremlins, Small Soldiers. John Williams? Non, Danny Et- Elfman? on est un peu dans. Non, James Newton Howard? non, James Horner? non. Même le compositeur de Chris Columbus et tout, là. C'en a un qui a pas été dit, mais c'est dans ces. Ouais, c'est dans l'esprit de John ces- Williams, années 90 et tout ça, quoi. Tout à fait. Bon, ça colle avec le cinéma de Joe Dante, justement. Ah, attends. Matinée, qui ont fait ensemble. Le nom est très connu. Quand je vais vous le lire, vous allez faire. Bah oui. Dis le prénom. Jerry. Jerry Goldsmith. Ah, mais vous l'avez dit en même temps, du coup. Non, j'ai dit avant. Abattez-vous. Tony Scott. Steve Jablonski? Toi, tu le sais, on en a parlé souvent. Que c'est Mais je crois que je confonds justement celui dont je te C'est parlais le avant. même que Michael Bay? Non, bah Michael Non. Bay, c'est plus Jablonski, justement. Ouais. Tony Scott. Là, il y a un indice qui est évident. Non, c'est un mec qui fait de la world. C'est souvent, il y a plein d'influences de tous les pays un peu dans sa musique et ça a assez peu de personnalité, je trouve, mais ça se colle bien à plein de styles. James Horner? Non, c'est moins ça que ça. Et du coup, l'indice, c'est que bah, il a un frère qui est aussi compositeur qui porte quasiment le même nom, du coup, et ils sont tous les deux un peu dans les mêmes styles de musique. Ils sont deux compositeurs à porter les mêmes noms de famille. Et du coup, Tony Scott, qui est le frère de Ridley Scott, qui mais- prend un compositeur qui a aussi son frère. Ouais, mais le frère, il fait pas les musiques des films de Et, Ridley. je connais. Ouais, bah oui, vous connaissez ça, clairement. C'est en 2 noms de famille. Franchement, je l'ai pas. On va faire un. Donne un indice. Son prénom. Bah, le prénom de son frère, c'est Rupert. Son prénom est Gregson Williams? Harry Gregson Williams? Harry Gregson Williams. Harry Gregson Williams, tout à Bien fait. vu. 8 collaborations avec Tony Scott. Bah, je suis incapable de te dire les BO qu'il a faites par contre. Seul sur Mars. Bah, du coup, c'est Domino. Enfin, c'est tous les films de Tony Scott. Ouais. Hein, enfin, tous ceux, en tout cas, des années 2000, les Man on Fire et compagnie. Faut que je le voie, lui, apparemment, c'est bien. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. John Carpenter. John Carpenter. Allez, c'est gratuit. Et voilà, c'était le dernier truc de mon jeu. Du coup, on va compter les points. Je pensais que ça durerait carrément plus longtemps parce que la liste est longue. Et du coup, le grand vainqueur de ce jeu est Martin. Du coup, Léandre, tu auras le plaisir de lui offrir une petite bière. La Ouais, deuxième. Il a eu un point. Alors, j'avais dit en même temps, mais c'est pas grave. Je me casse. Les deux qu'il y a eu en même temps, plus, je les ai pas comptés. mec, le premier, je l'ai vraiment dit avant toi, mec. Autant les deux autres, ok. Arbitrage mais- vidéo. Ouais, non mais ok. Mais comme c'est toi qui vas faire le montage, tu m'appelleras à ce moment-là quand que je vienne surveiller. T'es capable de bidouiller. Du coup, on arrive à la fin de cette première partie de ce double épisode du coup sur la composition et les musiques de films. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric. On espère que c'était très agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt du coup pour la seconde partie de cet épisode. Salut les gars. Salut Cédric. Salut.